Je me souviens du moment où j'ai posé le pied sur le sol américain après 22 ans sous l'uniforme. Le rugissement des moteurs s'est arrêté, le bourdonnement des conversations militaires a été remplacé par l'écho creux d'un cœur vide. Mes bottes s'enfonçaient dans le tarmac comme si je marchais sur des sables mouvants. Je m'étais entraîné pour les tempêtes du désert et les rafales arctiques. Mais rien n'aurait pu me préparer au silence de l'itinérance. On m'a accueilli par des applaudissements à l'étranger, des sirènes de respect, des saluts de remerciement. Mais ici, je n'étais qu'un homme perdu dans son propre pays. Je m'appelle Ronan Brigg, ancien soldat décoré du corps de cyber-renseignement de l'armée américaine. Et maintenant, aux yeux de mon ex-femme, Kendra, et de sa famille, je n'étais qu'un vétéran sans abri. La camionnette blanche hors d'usage qui m'avait transporté de l'aéroport au vieux quartier des entrepôts vibrait comme les os d'un squelette au vent. Le chauffeur, un entrepreneur qui ne connaissait pas mon nom, s'est arrêté près d'un bâtiment en briques délabré aux fenêtres ornées de graffitis. Il a pointé du doigt sans regarder. Ici, a-t-il dit d'une voix neutre. Je suis sorti, et ils étaient là. Le sac de sport que j'avais porté à travers les embuscades et les pavés. Le sac de sport qui, j'espérais, me ramènerait chez moi, auprès de ma femme et de ma fille, maintenant affalés contre une clôture grillagée dans des sacs poubelles orange criard. Mes vêtements, mes médailles, le travail de toute une vie, tout jeté comme les papiers de la veille. J'ai ouvert le sac, m'attendant presque à le trouver rempli d'objets cassés, de douilles vides, de balles tirées. Mais au lieu de cela, j'ai trouvé ma tenue de cérémonie, toujours impeccable, pendante. J'ai pressé ma paume contre le tissu, j'ai senti la rugosité de l'insigne, le poids de mon grade, et je me suis demandé si quelque chose m'appartenait encore. Le ciel avait la même couleur que d'habitude, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le vent charriait le fracas des bennes à ordures et les sirènes lointaines. Pas de comité d'accueil. Pas de signe de retour. Personne pour murmurer « Bon retour, Ronin ». Mon cœur battait au rythme de mes pas tandis que je me dirigeais vers le tribunal. Mon camion, ma maison depuis 9 mois, était garé sous un lampadaire vacillant. Je passais la main sur son pare-brise taché de poussière. Je me souvenais des nuits passées dans ce taxi. Le clair de lune filtrait à travers les rideaux que j'avais accrochés pour me protéger du monde. Une bouée de sauvetage, mais pas vraiment un foyer. Kendra me qualifiait d'instable. Son avocat me dépeignait comme une bombe à retardement. Quelqu'un dont l'esprit avait explosé sous le poids de la guerre. Si seulement il savait que j'avais passé chaque nuit à lutter contre des fantômes dans ma propre tête, puis à me réveiller avant l'aube pour me connecter à des réseaux sécurisés et protéger les secrets de ce pays. Dans la salle d'audience, l'air était chargé de tension. Des clercs brassaient des papiers. Le marteau du juge brillait au centre d'un bureau en chêne poli, comme s'il mettait au défi quiconque de défier son autorité. Kendra était assise à la table des plaignants, grande et impeccable dans son tailleur. Ses épaules étaient carrées, ses lèvres pincées, cette expression que je trouvais autrefois si belle. Gloria, sa mère, se tenait derrière, ses perles scintillant sur les boiseries ternes, ses chuchotements d'une mesure convaincante. Miles, son nouveau mari, m'observait avec une neutralité forcée, comme un homme tombé dans la guerre d'autrui. Je m'éclaircis la gorge, le son résonnant à mes oreilles. Mon doigt trouva l'enveloppe marron glissée dans la poche de ma veste. Mon pouls palpita contre le tissu. J'inhalai l'air vicié de la salle d'audience et déposai l'enveloppe devant le juge, mes doigts effleurant le vernis froid du bureau. Un silence pesant s'abattit. Lorsque le juge ouvrit l'enveloppe et commença à lire le calme d'une règle parcourant les actes de propriété, les relevés bancaires et cette lettre cachetée et gaufrée du ministère de la Défense, je vis la confiance de Kendra s'effriter. Miles se détourna, les lèvres pincées. Gloria serrait ses perles contre elle comme si elle pouvait la sauver de la révélation. Je les regardais lutter pour garder leur sang-froid tandis que le juge examinait mon titre de propriété, mes investissements et mes dossiers militaires officiels attestant de ma stabilité psychologique. Il ne s'attendait pas à la vérité cachée dans ce dossier de manille. Il pensait que j'étais un vagabond, victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Mais ils ignoraient l'existence du terrain désertique que j'avais acheté avec ma prime à la signature, ni celle de la société de conseil en cybersécurité que j'avais créée des mois auparavant, prête à décrocher un contrat de défense de plusieurs millions de dollars. Ils m'avaient mis de côté, convaincu de pouvoir m'effacer avec des mots comme instable et sans abri. Mais j'étais venu préparé. J'étais devenu l'instrument même de mon propre salut. Lorsque le juge releva enfin la tête, la gravité dans son regard égalait celle de mes années à l'étranger. Les gonds de la justice grincèrent, et je sus à cet instant que je n'étais plus invisible.
Il m'avait dépeint comme une victime, mais j'étais un survivant du combat, compétent, débrouillard et déterminé. Ma fille Zoé a peut-être cru un temps que je l'avais abandonnée, que j'étais irrécupérable. Mais j'étais là, maintenant, prouvant que l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux était toujours debout, toujours en train de se battre, prêt à reconquérir la vie qu'ils avaient tenté de voler. Les portes du tribunal restaient closes, verrouillées, empêchant toute fuite. Je sentais tous les regards se braquer sur moi. Certains s'attendaient à ce que je m'effondre, d'autres anxieux de voir mon prochain coup. Mais je tenais bon. L'uniforme que je portais autrefois avec tant de fierté avait disparu. Mais le soldat en moi était plus fort que jamais. J'avais traversé des champs de bataille et vaincu des ennemis. Mais c'était la plus grande victoire à ce jour. Retrouver mon nom, ma dignité et le droit d'être appelé papa. Et tandis que l'insigne du juge gravait l'ordonnance qui allait tout changer, je réalisais que le vrai combat ne faisait que commencer. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, j'avais tous les atouts en main. La lumière matinale perçait les hautes fenêtres du tribunal en faisceaux violents, illuminant des nuages de poussière qui dansaient comme des témoins silencieux de mon retour. Mon cœur battait fort tandis que je fouillais dans la sacoche en bandoulière, effleurant du bout des doigts le cuir froid et familier. J'en sortis l'enveloppe marron, celle que j'avais trimballée à travers les continents, et je jetai les formalités administratives, que je déposai délibérément sur le bureau du juge. L'idée de ce simple geste résonna dans mes oreilles, plus fort que toutes les explosions auxquelles j'avais survécu à Kandahar. Tous les regards se tournèrent vers moi. L'avocat de Kendra se figea au milieu de sa phrase, Gloria serrant ses perles comme pour se fortifier. Et Miles, la mâchoire si serrée que j'entendis presque un craquement d'os. Debout à l'estrade, l'enveloppe devant moi comme un gant jeté, je ressentis une poussée de puissance que je n'avais pas ressentie depuis l'obtention de ma première étoile de bronze. Je n'étais plus le vétéran dépenaillé qu'on avait dépeint dans les documents judiciaires. Peu fiable, sans médicaments, un fardeau pour ma propre fille. J'étais désormais l'étranger qui avait découvert toutes les supercheries qu'ils avaient dissimulées au grand jour et qui possédait les preuves nécessaires pour démanteler leurs mensonges soigneusement élaborés. Le juge, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, souleva le coin de l'enveloppe et jeta un coup d'œil au sceau, à l'emblème du ministère de la Défense et à mon nom, dactylographié avec une police impeccable et autoritaire. Il haussa un sourcil et je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit lorsqu'il réalisa que cette affaire venait de basculer en terrain inconnu. Il ouvrit l'enveloppe avec une somnolence délibérée et commença à en sortir les documents un par un, l'acte de propriété de la maison que j'avais construite avec mes avantages d'ancien combattant, les relevés bancaires attestant du compte séquestre que j'avais financé pour les frais de scolarité de Zoé, le certificat d'immatriculation de mon entreprise de conseil en cybersécurité, et enfin la lettre du colonel Brigg, mon père, résumant mes félicitations et attestant de ma santé mentale. L'atmosphère dans la salle d'audience se tendit comme si chaque papier rompait une corde invisible. L'avocat de Kendra bafouillait, essayant de reprendre pied tandis que Gloria perdait son sang-froid, des lueurs de panique illuminant ses yeux. Miles tourna son visage vers le mur, et je sentis qu'il souhaitait être englouti. J'attendis que le juge ait examiné chaque document, le regard fixe et concentré, avant de parler. « Votre honneur », dis-je d'une voix claire et inébranlable. Ces documents démontrent 3 choses. Premièrement, je n'ai jamais abandonné ma femme ni ma fille. Deuxièmement, mes finances et ma stabilité mentale sont irréprochables. Et troisièmement, j'ai été mal représenté par le conseil adverse, et la dissimulation de ces documents était intentionnelle. J'ai demandé à ce tribunal d'examiner non seulement les termes de leurs documents, mais aussi les faits qui les sous-tendent. J'ai senti une vague de conviction monter en moi, la même conviction qui m'avait guidé lors des attaques à la roquette et des cyberinfiltrations nocturnes. Ici, dans cette salle silencieuse, je me battais pour l'avenir de ma fille et pour ma propre rédemption. Le juge s'est adossé à son siège, les mains jointes, comme s'il pesait un verdict. Il a regardé Kendra, puis son avocat. Verrouiller les portes. Il a ordonné calmement, presque silencieusement. Cette salle d'audience ne doit être libérée par personne jusqu'à nouvel ordre. L'huissier s'est déplacé avec une précision militaire pour verrouiller la lourde porte en chêne, tournant la clé ternie dans la serrure jusqu'à ce que le métal émette un clic, tel un saut final. À cet instant, le palais de justice cessa d'être un forum public pour devenir une forteresse, un lieu où la vérité survivrait à la tromperie. Les yeux de Kendra s'écarquillèrent. Son maquillage soigneusement appliqué semblait désormais trop vif, trop criard, contrastant avec le teint cendré qui lui couvrait le visage. Les lèvres de Gloria s'entr'ouvrirent dans un halètement silencieux, ses perles scintillant sous l'intensité de son choc.
Miles s'agita, jetant un regard désespérément incertain à Kendra. Il n'était plus son ancre. Il était sans attache, flottant dans le sillage de ses mensonges. Je relevai le menton, puisant ma force dans chaque kilomètre parcouru en camion, chaque rapport rédigé sous les lumières fluorescentes vacillantes. Chaque nuit blanche passée à traquer les transactions illégales pour rassembler les preuves que je mettais désormais à nu. Votre honneur, poursuivis-je, j'ai enduré les pires guerres à l'étranger, et pourtant les batailles les plus cruelles ont eu lieu ici, chez moi. Ma fille a été privée de la présence de son père, ma maison a été volée sous mes pieds et ma réputation a été ternie par des accusations d'instabilité. Cette enveloppe contient la vérité qui le redoutait, la preuve que je suis en forme, motivé et pleinement capable d'offrir un environnement stable à Zoé. Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience. On entendait que le juge frottant les papiers tandis qu'il consultait la lettre scellée de l'inspecteur général de l'armée, confirmant que toutes les communications que j'avais tenté d'envoyer pour mon audience de garde avaient été délibérément bloquées par l'équipe juridique de Kendra. Le poids de sa trahison pesa sur Kinder comme un linceul. J'aperçus une lueur de culpabilité dans ses yeux. Elle me considérait non pas comme une adversaire, mais comme le mari qu'elle avait lésé. Finalement, le juge mit les documents de côté et tourna son regard vers Kendra. « Mademoiselle Brigg, dit-il d'une voix ferme. Vous avez eu toutes les chances de présenter votre dossier. Cependant, les preuves présentées par M. Brigg sont convaincantes et étayées par des documents officiels. Ce tribunal doit en examiner l'intégrité. » Il tapota doucement le bureau et ce bruit me gonfla la poitrine. Nous allons suspendre l'audience 30 minutes pour permettre à toutes les parties d'examiner ces documents. À la reprise des audiences, j'attends un compte-rendu complet des mesures prises pour dissimuler ces preuves. D'ici là, la garde des preuves reste temporairement suspendue. Alors que l'huissier ouvrait les portes, des murmures parcoururent la petite galerie. Les journalistes se poussaient du coude, leur smartphone prêt à capter chaque réaction. Je glissai l'enveloppe marron dans mon sac, ressentant le poids de la victoire, quoique tempéré par la conscience des batailles à venir. Kendra rassembla ses papiers d'une main tremblante, et Miles lui tendit le bras en signe de soutien, mais le lien entre eux était déjà rompu. Je descendis de l'estrade, chaque pas me rappelant que je n'étais plus invisible. À l'extérieur de la salle d'audience, j'aperçus Talia Monroe, mon ancienne camarade et amie, adossée au mur, l'expression mêlant fierté et soulagement. Elle me fit un petit signe de tête, et je m'autorisai un bref sourire. Ma fille observait depuis le banc, son jeune visage empreint d'espoir et d'émerveillement. Plus tard, elle apprendrait ce que signifiait cet instant. Que son père avait combattu non seulement à l'étranger. Ses ennemis, mais aussi les injustices qu'il avait rencontrées chez lui, et qu'aucune enveloppe, aussi simple soit-elle, ne pouvait contenir la force de son amour. Le soleil de l'après-midi perçait obliquement les fenêtres du tribunal tandis que je regagnais le pupitre, le souffle régulier m'étendu. Je soutins le regard du juge, remarquant le léger pli sur son front, signe d'un homme aux prises avec des révélations inattendues. De l'autre côté de la salle, Kendra était assise, raide, les épaules rejetées en arrière en signe de défi, mais son regard trahissait l'incertitude. Les lèvres de Gloria se pincèrent en une fine ligne, son collier de perles d'une immobilité inhabituelle. Miles s'agita sur son siège, comme si chaque mouvement menaçait de trahir son trouble intérieur. Je m'éclaircis la gorge, le son étonnamment fort dans la salle soudain silencieuse, et commençai à parler. « Votre honneur, dis-je, d'une voix mesurée. Aujourd'hui, je vais révéler les mensonges qui se sont dressés entre ma fille et moi. Les mensonges qu'ils ont proférés pour me faire passer pour indigne et me voler ma maison. Mes preuves sont claires. Chaque courriel, chaque déclaration sous serment, chaque tribunal. Le dossier qui a conduit à mon exclusion de la vie de Zoé reposait sur des mensonges. J'ai pris une grande inspiration, laissant le poids des mots retomber avant de poursuivre. J'ai demandé au tribunal d'examiner la source de ces mensonges et d'en examiner les motivations. J'ai fouillé dans ma mallette et en ai sorti une clé USB. Le juge a légèrement hoché la tête, et je l'ai tendue au greffier, qui l'a branchée sur un ordinateur portable à proximité. Un écran de projection s'est allumé sur le mur, illuminant la salle d'audience de la lueur des preuves numériques. J'ai avancé avec assurance, parcourant une série de dossiers méticuleusement catalogués. Des courriels envoyés depuis une adresse privée appartenant à Jérémy Delroy, le cousin de Kendra, et à un consultant à la réputation douteuse, se présentaient comme provenant de moi. Chaque message contenait des mensonges soigneusement élaborés, j'avais abandonné Zoé, refusé de payer une pension alimentaire, menacé Kendra de s'en prendre à elle si elle interférait dans mes affaires. Ces courriels,
ai-je dit en tapotant l'écran pour que le curseur survole un horodatage falsifié, était à la base de la déclaration sous serment soumise par l'équipe juridique de Madame Brigg. Remarquez que les en-têtes des courriels indiquaient une livraison depuis l'adresse IP de Jérémy, et non la mienne. Le juge se pencha en avant, l'œil rivé sur ses traits. J'ai cliqué à nouveau pour révéler les traces de métadonnées reliant chaque message au réseau domestique de Jérémy, ainsi que les journaux du routeur que Jérémy avait omis de supprimer. Des exclamations de surprise parcoururent la galerie. J'ai continué, la voix ferme. Kendra et Gloria se sont appuyés sur ces courriels pour convaincre le tribunal que j'avais volontairement abandonné ma fille. Elles savaient pertinemment que ces messages étaient inventés. Pourtant, elles les ont soumis sans vérification. J'ai fait apparaître la série de documents suivante, des registres fonciers montrant la signature falsifiée sur l'acte transférant mes droits sur notre maison familiale au seul nom de Kendra. Votre honneur, cette signature, ai-je dit en désignant l'acte numérisé, a été signée à une date où j'étais en mission en Europe, confirmée par mon manifeste de vol et mes ordres militaires. Pourtant, son avocat a soutenu que j'avais volontairement renoncé à mes droits. C'était un faux, tout simplement. Et j'ai l'analyse graphologique pour le prouver. J'ai cliqué pour afficher un rapport d'expertise comparant ma signature à la fausse, avec une analyse microscopique du flux d'encre et des points de pression. Les lèvres de Kendra tremblaient lorsque j'ai révélé la vérité de sa supercherie. Peu à peu, sa posture s'est affaissée et elle a enfoui ses yeux dans ses mains. Miles lui a jeté un coup d'œil, l'air mêlé de trahison et d'incrédulité, comme s'il découvrait que la femme qu'il avait épousée était une illusion. Gloria s'est trémoussée sur son siège, serrant ses perles contre elle comme pour chercher du réconfort. La tension était palpable dans la salle d'audience. J'ai insisté. Votre honneur, le clou de leur machination était la fausse déclaration d'aptitude mentale. J'ai été qualifié d'instable, d'apathique, de menace pour le bien-être de ma fille. Pourtant, pas une seule fois, ils n'ont fourni le moindre dossier médical ni aucune évaluation professionnelle pour étayer leurs affirmations. J'ai récupéré une pile de documents médicaux militaires et les ai présentés au juge. Ce sont des documents issus de mes évaluations périodiques effectuées par des psychiatres de l'armée. Des documents qui montrent que j'étais déclaré apte au service. Aucun antécédent de TSPT au-delà de la normale et aucun signe de comportement violent. Le juge parcourut les pages du regard, absorbant le témoignage de mon commandant, attestant de mes évaluations de santé mentale exemplaires. Il leva les yeux vers moi et dit, « Monsieur Brigg, il semble que les preuves de votre stabilité soient accablantes. » J'inclinai la tête en signe d'acquiescement, ignorant l'oppression dans ma poitrine en me remémorant les nuits où j'étais resté éveillé à repenser aux attaques de mortier, les joutes verbales avec le conseil de Kendra et la peur tenace de ne plus jamais revoir Zoé. Je conclus avec la preuve la plus poignante de toutes, une photographie horodatée prise par un greffier compatissant montrant Kendra signant des documents au greffe du comté tard un soir, bien après la fermeture prévue du palais de justice. Ces documents étaient à l'origine de la fiducie frauduleuse que Gloria avait ouverte au nom de Zoé, détournant les pensions alimentaires vers un spa à Miami. Votre honneur, dis-je doucement. Ces documents avaient été déposés sous prétexte de bénéficier à notre fille, mais en réalité, ils servaient à enrichir Madame Delroy et ses associés. L'argent destiné à l'avenir de Zoé s'est envolé sur des comptes qu'elle contrôlait. Le silence retomba. Au-dessus de la salle d'audience. Le juge déposa le rapport final et expira comme s'il retenait un souffle qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Il regarda Kendra droit dans les yeux, qui ne fit aucun mouvement pour croiser son regard. Madame Brigg, commença-t-il d'une voix mesurée, mais ferme. Le tribunal déterminera la sanction appropriée pour ces infractions graves. Cependant, sachez que je ne prends pas à la légère les allégations de fraude et de falsification. Vous aurez l'occasion de vous expliquer, mais les preuves que vous avez présentées aujourd'hui sont sans équivoque. Alors que le juge demandait une brève suspension d'audience pour examiner les volumineux documents, je m'éloignai du pupitre, le soulagement et l'épuisement mêlés. Les portes de la salle d'audience restèrent verrouillées, un saut sur la vérité enfin révélé. Loin des regards du public, j'entendis le signe de tête solidaire de Talia. Miles s'approcha doucement de moi, sa voix à peine murmurée. Je n'en avais aucune idée. Je soutins son regard. L'homme qui avait autrefois soutenu Kendra se tenait maintenant entre elle et ses pensées. Il n'est pas trop tard, dis-je doucement. Ce qui compte le plus, c'est Zoé. À cet instant, les mensonges qu'ils avaient proférés étaient en lambeaux sur le sol du tribunal, et moi, Ronin Brigg, j'étais prêt à reconstruire ma vie et à récupérer ma fille. La bataille était loin d'être terminée,
mais avec la vérité comme armure, j'ai ressenti pour la première fois depuis des mois une lueur d'espoir. Je pensais que le chaos du champ de bataille était l'épreuve ultime de ma détermination. Éviter les tirs de mortier à Kandahar, suivre les communications ennemies grâce à des lignes de code à 2 heures du matin, sentir le tremblement des explosions lointaines à travers mes semelles. Pourtant, rien ne m'avait préparé au champ de bataille qui se déroulait entre ces murs en lambris. Avant la reprise du procès, j'avais déjà posé les bases de ma contre-attaque. J'avais passé l'année dernière à vivre dans mon camion, certes, mais j'étais loin d'être impuissant. Dans cette cabine exiguë, j'avais rassemblé un arsenal d'outils et de contacts cybernétiques plus puissants que n'importe quel fusil. Tandis que Kendra et son équipe célébraient ce qu'ils pensaient être une victoire facile, je reconstruisais tranquillement mon dossier de A à Z. Chaque soir après le palais de justice fermé, je me suis garé sous la lueur lointaine d'un lampadaire et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À chaque frappe, je retraçais leurs transactions financières, cartographiais leurs manœuvres juridiques et tissais un réseau de miettes numériques menant droit à leurs mensonges. J'ai piraté des archives publiques en toute légalité grâce à mes anciens identifiants pour vérifier des ventes immobilières. J'ai scanné des milliers de pages de documents judiciaires pour repérer les incohérences. J'ai croisé les métadonnées des emails avec les journaux des antennes relais pour démasquer chaque message frauduleux. Lorsque je tombais sur un fichier verrouillé ou un enregistrement supprimé, je demandais des faveurs. D'anciens collègues du service des renseignements se souvenaient de mon éthique de travail et me devaient plus que leur gratitude. L'une d'elles était Talia Monroe, l'inspectrice du bureau de l'inspecteur général, dont la voix grésillait sur ma ligne cryptée lorsqu'elle m'a remis une déclaration sous serment qui révélerait le stratagème de Kendra. Le soutien de Talia était ma bouée de sauvetage. Elle avait ri la première fois que j'avais décrit ma vie dans mon camion. « Tu as toujours été débrouillard », avait-elle dit, refusant d'être payée pour. Déclaration sous serment. Elle a couru à ma demande. Mais vous n'avez jamais eu autant besoin de preuves que maintenant. Avec son aide, j'ai obtenu des déclarations de mon ancien commandant confirmant que j'avais demandé à rentrer plus tôt que prévu pour l'audience initiale de garde. Des demandes que les avocats de Kendra avaient interceptées et enterrées. La déclaration sous serment détaillait mes évaluations mentales, soulignant que j'avais obtenu un score dans le meilleur percentile à chaque évaluation de stabilité administrée par l'armée et que toutes mes tentatives de contacter le tribunal étaient restées sans réponse en raison d'une obstruction délibérée. En lisant son rapport final dans cette salle d'audience bloquée avant le retour du juge, j'ai ressenti une vague de justification. Lorsque le juge nous a rappelés à l'ordre, je me suis tenu à la tribune, armé de preuves qu'il ne pouvait ignorer. L'équipe de Kendra a tenté d'interrompre ma présentation, mais le juge les a fait taire avant même que la première objection ne soit formulée. J'ai observé la façon précise dont son sourcil s'est levé lorsque j'ai mentionné le nom de Talia, et j'ai su qu'il reconnaissait le poids des conclusions d'un inspecteur général. J'ai décrit avec précision comment Kendra avait transféré mes prestations d'invalidité militaire vers une fiducie écran gérée par sa mère. Gloria et l'entreprise de transport de Miles avaient profité de contrats obtenus grâce à des contacts que j'avais initialement négociés au Pentagone. J'ai affiché des captures d'écran de virements bancaires, de fausses factures, de documents de chaîne de titres, le tout exposé à nu dans un dossier numérique que j'ai projeté contre le mur. En parlant, je me suis souvenu de l'entraînement qui m'avait appris à compartimenter la peur et le doute. Le combat m'avait appris à repérer les micro-expressions, un adversaire qui cligne trop souvent des yeux, des ongles qui s'enfoncent dans les paumes. Et je les voyais maintenant sur le visage de Kendra. Son sourire était fragile, son regard fuyant. Les jointures de Gloria s'écarquillèrent autour de son collier de perles, et Miles tapait du pied dans un rythme saccadé qui trahissait son anxiété. J'ai senti la salle d'audience bouger sous nos yeux, l'allégeance vacillant comme le motif d'une tente de camp sous un vent violent. Le greffier du juge a mélangé des documents pour confirmer chaque fait que je présentais, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le vent tourner. J'ai conclu en rappelant au tribunal l'humain. Les enjeux derrière les montagnes de documents. J'ai partagé le message vocal que Zoé avait laissé sur mon vieux téléphone jetable. Une simple question, « Papa, pourquoi n'es-tu pas là ?» La douleur dans sa voix d'enfant de 7 ans transperçait même les graphiques techniques les plus complexes. Je leur ai raconté comment j'avais manqué son premier jour d'école, son dernier anniversaire, le bal annuel père-fille auquel elle m'avait supplié d'assister. J'ai parlé de la promesse que je lui avais faite, gravée dans chaque ligne de code que j'écrivais, chaque déclaration sous serment que j'obtenais, que quelle que soit la profondeur de ma chute, je me relèverais aussi sûrement que j'avais survécu au théâtre d'opérations les plus meurtriers du monde. Après avoir terminé, la salle d'audience est restée immobile, suspendue sous le poids de mes paroles. Le juge a fermé les yeux un instant,
comme s'il prenait conscience du poids de sa décision, puis les a rouverts pour s'adresser directement à Kindra. Il a évoqué l'obstruction manifeste à la justice, l'utilisation abusive des avantages militaires et l'impact déchirant sur une enfant privée de l'amour de son père. Il a ordonné un audit médico-légal complet du dossier de Gloria. Il a demandé que je réexamine tous les contrats liés à l'entreprise. De Miles a rétabli les communications que j'avais tenté en vain d'envoyer des mois auparavant. Mais surtout, il a déclaré que les audiences pour la garde des enfants devaient reprendre avec une présomption en ma faveur. Lorsque le marteau a finalement frappé, l'écho a résonné sur les murs comme un coup de tonnerre. Un soulagement m'a envahi, plus fort que n'importe quel métal ou éloge. J'ai rassemblé mes documents et quitté le pupitre, les jambes tremblantes, seulement après avoir été délivré de mois d'angoisse. Devant les portes verrouillées du tribunal, Talia m'attendait dans le couloir, un sourire triomphant. Zoé a jeté un coup d'œil au coin de la rue, son petit visage émerveillé, et je l'ai serré dans mes bras, sentant son pouls contre le mien. Dans cette étreinte, j'ai réalisé que la bataille que j'avais menée dans le cyberespace et les salles d'audience n'était rien comparée à la simple joie de tenir à nouveau ma fille dans mes bras. J'étais peut-être rentré chez moi sans rien trouver, mais j'avais reconquis tout ce qui comptait le plus. J'ai appris très tôt dans ma carrière que les armes les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas. Les mensonges tissés avec tant de soin, elles deviennent vérité pour ceux qui y croient. Debout dans le silence de la salle d'audience, observant le reflet tremblant de Kindra sur le bois poli de la table de la défense, j'ai senti la douleur de la trahison se transformer en détermination. Leur toile de tromperie était vaste, et j'allais en démêler chaque fil soyeux. En rouvrant ma mallette, ils pensaient que je présenterais d'autres citations militaires ou déclarations sous serment. Au lieu de cela, j'ai présenté au juge la carte de leur complot. Des miettes de pain numérique menant à tous les mensonges qu'ils avaient inventés pour voler ma maison et ma fille. J'ai actionné la télécommande et le projecteur de la salle d'audience s'est allumé, illuminant un organigramme détaillé que j'avais dessiné dans la solitude de mon bureau. Au centre se trouvait le nom de Zoé, relié par des lignes rouges à trois principaux coupables, Kindra, sa mère Gloria Delroy et son cousin Jérémy, le consultant informatique fantôme dont le code était devenu le ciment même de leurs mensonges. Autour de ces nœuds centraux se trouvait la filiale. Les joueurs, Miles, qui ont transformé mes contacts logistiques en contrats de transport, et les avocats qui avaient aveuglément déposé leurs preuves frauduleuses sans en remettre en question la provenance. J'ai laissé le juge et le jury s'attarder sur ce tableau avant de commencer à décortiquer les différentes couches. Votre honneur, ai-je commencé d'une voix ferme. Ce que l'équipe de Kindra a présenté comme preuve de mon abandon était en réalité un faux complexe. J'ai avancé la diapositive pour montrer un échange de courriels prétendument entre moi et une assistante sociale, dans lequel j'aurais refusé de voir ma fille et menacé de poursuites judiciaires si Kindra ne cédait pas. L'entête affichait mon nom, mon adresse courriel et un horodatage situant le message au milieu d'une semaine passée dans une base opérationnelle avancée isolée. Mais un examen plus approfondi a révélé des signes révélateurs de manipulation, une signature DKM manquante, des adresses IP correspondant au réseau domestique de Jérémy et une anomalie de métadonnées qu'aucun amateur ne pouvait reproduire. Le juge s'est penché en avant tandis que je racontais la jeunesse de ces faux messages. J'ai décrit comment Jérémy, bien avant cette audience fatidique pour la garde de ma fille, avait discrètement siphonné mes informations. Il avait collaboré avec Gloria pour rédiger des messages si plausibles que l'avocat de Kindra n'avait jamais soupçonné qu'il s'agissait de fabrication. Ils avaient intégré de petits clins d'œil, des références à mes déploiements, des clins d'œil à l'argot de l'unité pour conférer au courriel une certaine authenticité. Même mes collègues militaires s'étaient laissés berner un instant, et c'était précisément le but. La seule chose qu'ils avaient sous-estimée, c'était ma détermination à percer à jour leur supercherie. Ensuite, j'ai exposé l'acte de contrefaçon qui m'avait dépouillé de la maison que j'avais construite de toutes pièces. J'ai brandi un scan haute résolution et souligné la pression inégale de la signature, la légère tache là où la main du faussaire s'était arrêtée trop longtemps. Cette signature, ai-je dit, n'était pas de moi. Comparez-la au document que j'avais signé le jour de mon départ pour l'Afghanistan. Les deux documents apparaissaient côte à côte à l'écran, et les différences étaient frappantes. Le R ascendant de mon R, la boucle assurée de mon G et le soprano rigide du Si de la contrefaçon. Les épaules de Kindra. Je me suis affaissé tandis que je leur parcourais le rapport graphologique, avec une analyse microscopique de l'encre au spectromètre qui a mis en évidence deux formules distinctes. Mais la révélation la plus choquante était la fiducie que Gloria avait créée au nom de Zoé. Une fiducie qui détournait des dizaines de milliers de dollars de ma pension alimentaire vers une entreprise de spa à Miami. J'ai cliqué pour afficher une feuille de calcul que j'avais compilée, avec des lignes de transactions classées par date,
montant et destinataire. Chaque virement, initialement destiné à couvrir les examens médicaux, les fournitures scolaires et les activités extrascolaires de Zoé, avait été redirigé vers un compte contrôlé par l'associé de Gloria, un entrepreneur qui avait utilisé les fonds pour financer des rénovations luxueuses dans sa propriété en bord de mer. J'ai raconté le cheminement de chaque dollar jusqu'à sa destination finale, et la salle d'audience a murmuré tandis que l'ampleur de la tromperie financière s'imposait. Gloria, qui jusqu'alors avait été assise aux côtés d'une héritière à la confiance impérieuse, s'est recroquevillée sur son siège. J'ai établi un contact visuel avec elle et lui ai parlé directement. Ces fonds étaient destinés au bien-être de notre fille. Elle les détournait à des fins personnelles. Ses perles claquaient tandis qu'elle serrait la poche de sa veste, les jointures blanches. Le visage de Miles blêmit. Ses liens avec mon réseau logistique ressemblaient soudain moins à des affaires habiles qu'à un pillage opportuniste. Je marquai une pause pour laisser retomber la gravité de cette prise de conscience. Il me croyait si brisé qu'il pouvait me mettre de côté et siphonner mes ressources, sans jamais s'attendre à ce que je riposte. Puis je passai aux documents juridiques qui m'avaient présenté comme une menace pour la sécurité de Zoé. Je produisis des dossiers médicaux du ministère des anciens combattants attestant d'examens de routine. Chaque évaluation était claire, aucun signe de TSPT au-delà du seuil attendu. Je les comparais aux rapports d'expertise présentés par l'avocat de Kendra. Les rapports d'un psychologue privé sans diplôme qui évoquait une agressivité et une instabilité supposées, basées uniquement sur ses faux courriels. Votre honneur, j'ai dit qu'ils n'avaient jamais consulté mes véritables médecins. Leur soi-disant avis d'expert reposait exclusivement sur les mensonges que je viens de détailler. Le marteau du juge resta suspendu un instant, puis tapé légèrement sur le bureau, en appelant la pièce sur commande. Il s'est tourné vers l'avocat de Kendra et a demandé à savoir pourquoi ces fabrications n'avaient pas été capturées plus tôt. L'avocat a balbutiqué, blâmant la surveillance, affirmant qu'elle comptait sur les documents présentés par son client, mais le juge l'a interrompu. Un avocat a le devoir de vérifier les preuves avant le dépôt. Dans ce cas, le tribunal a été induit en erreur. Ces mots étaient suspendus dans les airs comme le cordon final dans un recam. Alors que le greffier de la salle d'audience commençait à indexer mes preuves pour le dossier officiel, j'ai senti une version profonde de moi. Leur toile de tromperie a tourné pour m'exécuter dans un filet de mensonges s'était effiloché et s'est effondré sous le poids de la vérité. Les serrures avaient cliqué sur l'audience de l'enveloppe, mais maintenant les portes judiciaires ont été largement ouvertes à la justice. J'ai rassemblé mes matériaux, chaque page imprimée et fichier numérique, un témoignage des longueurs qu'ils étaient allés me détruire, et à ma volonté incassable de récupérer ce qui était à moi. En descendant du podium, j'ai attiré l'attention de Talia, elle n'eut d'approbation échangée sans mots. Zoé était assise dans la galerie, serrant un ours en peluche usé, ses yeux brillants de crainte. Lorsque le juge a annoncé que nous nous réunissons la semaine suivante pour finaliser les remèdes pour ces violations, je savais que j'avais remporté plus qu'une victoire légale. J'avais démantelé la forteresse des mensonges construits autour de l'avenir de ma fille. Et comme je suivais le bœuf à travers les portes encore verrouillées, chaque pièce de leur tromperie était exposée dans mon sillage. Je ne serais plus interprété comme un vétéran des sans-abri. J'étais Ronan Briggs, père, soldat et champion de la vérité. Et ils m'avaient sous-estimé à leur risque et péril. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu sa voix, minuscule, hésitante, mais remplie de ce tremblement d'espoir et de confusion indubitable. Il était tard dans la nuit dans mon camion, le tableau de bord lumineux jetant des halos verts sur le cuir fissuré. J'ai tenu l'ancien téléphone flip dans ma paume comme une relique, émerveillant que cela fonctionnait toujours après des mois de négligence. La messagerie vocale est venue d'un nombre non reconnu, time estampé 6 mois plus tôt, à l'époque où je pensais que Kendra pourrait enfin me laisser revoir Zoé. J'ai pressé le jeu et elle était là, une voix douce et claire de ma fille, 7 ans et pleine de désir. « Papa, dit-elle, son ton attrapant le milieu de mots. Tu rentres bientôt à la maison. Maman dit que tu ne m'aimes pas. La ligne est devenue silencieuse, mais sa question résonnait à travers moi comme un coup de canon. J'ai appuyé sur le rembobinage et j'ai écouté, l'incrédulité et la culpabilité hochaient la tête dans ma poitrine. Comment avais-je laissé ce message passer à travers mes doigts? Pourquoi n'avais-je pas combattu la voix? Je ne faisais plus de poids, je ne faisais pas de la journée que je ne savais jamais que je n'ai jamais joué à la voix, je recensais le poids qui avait fait le jour de la journée que je n'ai jamais joué à la voix, je pouvais sentir le poids de ce que je n'ai jamais joué la voix, je ne savais jamais que je n'ai jamais joué la voix, je ne savais pas que je ne savais jamais que je n'ai jamais joué la voix, je ne savais pas que je ne savais jamais que je n'ai jamais joué la voix, je ne savais jamais que je ne savais jamais que je n'ai jamais joué la voix. Il est à la maison.
Les journalistes observés abaissent leurs épingles car ils ont réalisé que ce n'était pas un différend de garde ordinaire. Le regard vacilla de honte, et pour la première fois, j'ai vu le tremblement dans son sang-froid. Gloria couvrait sa bouche d'une main tremblante, des perles tirant doucement comme des cloches funéraires. Miles se déplaçait inconfortablement, ses yeux fixés sur le sol poli. Alors que la syllabe finale de la question de Zoé s'estompait, je m'avançai, agrippant le podium si étroitement mes jointures blanchies. Ma voix a craqué quand j'ai parlé. Votre honneur, ce message a été laissé le 14 mars, le 7e anniversaire de ma fille à 7h24. J'ai été prévu pour une audience ce jour-là pour aborder mes droits de garde, mais mes appels ont été bloqués, mes courriels ont ignoré et le tribunal n'a jamais été informé que j'ai tenté de les atteindre. Au lieu d'entendre ma voix, Zoé n'entendait l'abandon que. Je m'arrêtai, me forçant à avaler la bosse dans ma gorge. J'ai jeté un coup d'œil à Zoé, assise derrière moi dans la galerie avec Talia à ses côtés. Ses yeux écarquillés étaient fixés sur le téléphone, et j'ai imaginé son petit cadre enroulé sur son lit au lever du soleil, appuyant sur son oreille vers son téléphone jouet, attendant une réponse qui n'est jamais venue. J'ai rejoué la messagerie vocale, la clarté de ses mots perçant l'air stérile. J'avais passé la nuit avant l'audience de retrouver le nombre, des codes de zone de référence croisés et de désactiver les protocoles de blocage des appels sur cet appareil antique. C'était un processus lourd, qui exigeait chaque once de ma cybercompétence. Et je l'ai fait pour que je puisse prouver au tribunal que j'avais essayé de toutes les manières possibles pour atteindre ma fille. Lorsque le message a finalement joué, la salle d'audience retenait collectivement son souffle. Il n'y avait pas de sécheresse sur mon côté. Même le bef tamponna ses yeux avec un tissu froissé. Le poids émotionnel de ce moment a brisé le plaquage de la stratégie juridique et a révélé quelque chose de bien plus fondamental. L'amour d'un père et le besoin d'une fille. Je pouvais voir la résolution de Kendra s'effondrer alors que j'ai décrit comment elle a intercepté la demande de modification de la ligne téléphonique que j'avais soumise au greffier du tribunal, comment elle a fait valoir que le numéro était dépassé, et comment elle a convaincu le greffier de supprimer tout dossier de ma tentative de communication. Votre honneur, continuai-je en étudiant la voix. Ils ont délibérément empêché Zoé de m'entendre parce qu'ils savaient que la vérité la libérerait. J'ai affiché la piste de messagerie. Ma demande initiale pour une ligne de messagerie vocale bidirectionnelle, la non-réponse du greffier et la conversation entre l'avocat de Kendra et l'assistant du greffier, les exhortant à ignorer mon plaidoyer. Le juge a examiné chaque horodatage, les sourcils levés dans l'incrédule silencieux. Puis j'ai dit au tribunal ce que je savais de la vie de Zoé sans moi. Les projets artistiques qu'elle a terminés seule. Les performances scolaires qu'elle a assistées à une figure paternelle substituée à ses côtés. Les nuits où elle a pleuré pour dormir en tenant une photo de nous à des moments plus heureux. J'ai décrit les notes du conseiller d'orientation qui ont révélé sa confusion sur les raisons pour lesquelles je ne suis jamais apparu lors de conférences de parents. Les pédiatres rapportent déplorer sa perte de poids après que son père ait cessé d'appeler. La carte d'anniversaire que j'ai trouvée cachée dans un placard qui disait « Ah papa, je souhaite que tu sois ici ». Faites défiler dans une écriture enfantine. Chaque élément de preuve a souligné une simple vérité. Elle avait été gardée dans l'obscurité, a conduit à croire que j'avais choisi de ne pas me battre pour elle. Alors que le rapport final scintillait de l'écran, je me suis tourné vers le jury, s'il y en avait un et au tribunal. Votre honneur, je n'ai pas demandé de vengeance, mais de justice. Donnez-moi la chance d'être le père que j'ai toujours été. Pour guérir la blessure qui a été infligée par ceux qui ont menti et conspiré pour m'effacer de la vie de ma fille. Mon regard s'est déplacé vers Kendra, qui était assis immobile, et drainé de couleur. J'ai vu le reflet d'une femme qui avait échangé l'amour contre de la manipulation, qui s'était convaincue que me faire taire était le seul chemin vers la sécurité. Mais ce faisant, elle avait coûté à notre fille son sentiment d'appartenance. Le juge a pressé ses doigts ensemble, se penchant en avant comme si elle berçait le poids de ses prochains mots. Monsieur Brigg, a-t-il dit tranquillement. Le tribunal trouve cette messagerie vocale et ses circonstances environnantes comme une profonde erreur judiciaire. Superviser toutes les communications jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement de garde soit finalisé. Et lui a tendu l'ours, sa douce fourrure accueillant ses mains douces. Des mois de séparation se dissolvent dans cette simple étreinte. À ce moment-là, j'ai compris. La salle d'audience, autrefois un champ de bataille de mensonges et de tromperies, était devenue un pont entre père et fille. La lutte pour la garde a révélé le pire de la manipulation humaine. Mais cela a également ouvert la voie au meilleur type de réconciliation, celui né de vérité,
d'une voix finalement entendue et d'une fille qui savait sans un nombre de doutes que son père l'aimait plus que toute guerre qu'il avait jamais combattue. Chaque fois que je fermais les yeux la nuit dans ce camion usé, j'ai vu la même image. La porte de la chambre de ma fille, en partie un bocal, peinte dans une lavande pâle avec des étoiles dessinées à la main autour du cadre. J'imaginais la façon dont elle devait boucler sous sa couverture. Embrayant l'ours en peluche, j'ai réussi à se glisser entre ses mains le jour où j'ai finalement retrouvé le contact. J'avais combattu dans les salles d'audience et codé mon chemin devant les forteresses numériques. Mais la vue de la porte de cette chambre me hantait le plus parce qu'elle représentait tout ce qu'il pensait qu'il m'avait pris. Ma fille, ma maison et la vie que j'avais construite pour nous. Comme je me tenais devant le juge pour la prochaine phase de l'audience, j'ai placé 3 articles sur le bureau. Un acte à une parcelle de terre du désert en Arizona, les documents d'incorporation pour les cybersolutions de Briggs et une lettre d'un général à la retraite qui m'avait appris que la loyauté est la monnaie des soldats. Le juge a regardé les documents avec curiosité, tout comme la galerie remplie de journalistes et de personnel du palais de justice. Kendra et son équipe ont échangé des regards, et j'ai ressenti le changement de confiance. Ils s'étaient fiers de me laisser impuissant. Mais j'étais sur le point de révéler que je n'avais jamais été sans ressources. Des ressources qu'ils avaient essayé désespérément de voler. Votre honneur, j'ai commencé, la voix stable mais bas. Vous avez entendu les mensonges qu'ils ont dit et la tromperie qu'ils seront. Maintenant, je présente des preuves de la vie qu'ils ont essayé d'effacer. Sur ce terrain, je tape l'acte que j'ai acheté avec mon bonus de signature lors de la remise des diplômes de West Point et le fondement de notre avenir. Le sol du désert peut être stérile, mais il tient toutes les promesses que j'ai jamais faites à Zoé. Un endroit où nous pourrions construire une maison, planter un jardin et regarder ensemble les couchers de soleil. Je me suis arrêté pour laisser le juge à lu la description juridique. Lot 42, section 15, comté de Maricopa, Arizona. Mes paroles portaient le poids de chaque pas que j'avais pris sur ce désert et recouvrant un terrain pour les forces hostiles. J'ai décrit comment j'avais obtenu l'acte via un programme de subvention foncière sur les anciens combattants, comment j'avais câblé les fonds d'un compte d'épargne destiné à Zoé's collège, et comment j'avais prévu d'ériger une modeste maison alimentée par des panneaux solaires, un hommage écologique à son amour des projets scientifiques. Pourtant, l'avocat de Kendra avait cité cette terre pour prétendre que je détournais la pension alimentaire pour enfants et les avantages dans les entreprises spéculatives. Ils m'ont peint comme irresponsable, risquant la sécurité de notre fille sur les schémas sauvages. J'ai souri rilé en ajoutant, en vérité, j'avais posé chaque brique de ce plan avec des soins méticuleux car je serais une position défensive que j'ai construite à l'étranger. Ensuite, j'ai glissé les papiers d'incorporation sur le bureau. L'entête disait, Briggs Cyber Solutions LLC, fondée il y a 6 mois, enregistrée en mon nom, avec un contrat en attente pour des audits de réseau sécurisé 2,4 millions de dollars. C'est, j'ai dit, la société de conseil que j'ai créée pour tirer parti de mon expertise unique en cyberintelligence. Le ministère de la Défense, conscient de mon dossier, était prêt à m'attribuer un contrat qui m'aurait permis de sortir de mon camion et de dans un bureau légitime, d'embaucher du personnel et de fournir des moyens de subsistance stables à ma fille. Mais ils n'ont jamais vu au-delà des dépôts calomnies présentés par l'équipe juridique de Madame Briggs, qui affirmait que j'étais inapte à occuper une position aussi sensible. J'ai détaillé comment l'entreprise avait obtenu des lettres d'approbation de 3 anciens commandants, chacun témoignant de mes prouesses techniques et de mon intégrité. J'ai souligné que le contrat était subordonné à une vérification des antécédents propres, un chèque qui a bloqué le moment où les avocats de Kendra ont déposé leur réclamation malhonnête. Au moment où le comité d'examen a sauvé son invitation, j'avais des semaines de retard dans la planification préliminaire. Les investisseurs potentiels ont reculé et l'opportunité s'est évaporée. Il a piqué pour admettre que j'avais été à l'aube de transformer mes compétences militaires en une entreprise florissante, seulement pour que le tapis tire sous moi. Enfin, j'ai présenté la lettre du major général à la retraite Carla Hawthorne, dont le mentorat m'avait façonné du jour où je suis arrivé à l'académie. La signature du général était audacieuse, ses mots sans ambiguïté. Ronan Briggs incarne les valeurs de service et de sacrifice que l'armée estime. Sa loyauté et son dévouement serviront à toute entreprise qu'il entreprend. Elle avait tranquillement acheté un petit domaine en Virginie et m'a offert avec Zoé un appartement habitable sur sa propriété, un geste de gratitude pour mes années de service. Mais une fois que la presse négative a circulé, l'offre a été renvoyée et sa générosité refroidie par une prudence bureaucratique. Comme je l'ai expliqué chacun de ses actifs, une maison en devenir, une entreprise prometteuse et un refuge suroffert par un mentor de confiance, la salle d'audience a absorbé chaque détail.
La posture de Kendra se raidit. La pratique de Gloria de se cacher derrière les châles ornementales ne la protégeait plus. Miles a changé mal à l'aise, jetant un coup d'œil entre le juge et Kendra avec une incrédulité croissante. Ici pose la vérité. Je n'ai jamais été dépourvu, jamais sans direction. J'avais construit, planifié et préparé, seulement pour que mes ressources dures soient détournées par des mensonges. J'ai dirigé mes derniers mots vers le cœur du problème. Votre honneur, dis-je doucement. Ils m'ont étiqueté juste un vétéran sans abri pour justifier leur vol de ma terre, mes opportunités et ma réputation. Mais vous avez maintenant vu la réalité. Je suis un fournisseur, un planificateur et un patriote dont le seul objectif était d'obtenir un avenir à son enfant. Retirez le faux récit qu'ils ont construit, et vous verrez un homme digne de sa terre et de son entreprise. Un homme qui a des ressources pour ne pas gaspiller, mais de partager avec sa fille. Le juge a replié les mains et m'a considéré avec respect solennel. Monsieur Brigg, a-t-il répondu, le tribunal reconnaît la preuve des actifs et des opportunités qui vous ont refusés par des réclamations frauduleuses. Nous incorporerons ces informations dans le décret final pour vous assurer de reprendre le contrôle de vos avoirs légitimes. De plus, tout obstacle contractuel imposé par de fausses représentations sera officiellement corrigé. Ces paroles ont solidifié mon sentiment de justification. Je me suis expiré, un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais et j'ai rendu mon regard à la table de Kendra. Elle était assise immobile, respire peu profonde, son monde s'effondrait une révélation à la fois. Je ne me réchauffais pas. Ce n'était jamais mon intention. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus profond, un profond soulagement que la vérité avait prévalu. Les portes de la salle d'audience se déverrouillèrent une fois de plus, et alors que je m'éloignais du banc du juge, j'ai aperçu le signe de tête d'approbation de Talia. Zoé, serrant son ours en peluche, m'a offert un sourire timide. À l'extérieur, la lumière du soleil de l'après-midi a réchauffé mon visage. Pour la première fois depuis des années, je pensais que nous constaterions que la chambre peinte à la lavande en attente. Que les étoiles autour du cadre de la porte nous accueilleraient à la maison. Ils avaient essayé de voler tout ce que j'avais, mais ils ont sous-estimé le pouvoir de la résolution d'un père et le lien incassable entre un homme et sa fille. La lumière du matin s'est filtrée à travers les grandes fenêtres de la salle d'audience, jetant des motifs nets sur le plancher de bois franc poli alors que je retournais sur le podium, mon pouls stable mais insistant. En face de moi, Kendra était assise sur sa chaise. Son costume autrefois immaculé se plissa sur les coudes, et les perles de Gloria gisaient lourd contre sa poitrine comme un plomb. Miles planait derrière elle, sa mâchoire se déroulait sur une ligne obstinée, mais la tension dans ses épaules a donné son malaise. J'ai fermé les yeux pendant un moment et j'ai rappelé toutes les heures que j'avais passées dans des couloirs de course sans fin, chaque nuit garé dans ce camion rejouant les statuts juridiques dans mon esprit et chaque bouchée de données que j'avais découverte pour nous amener à ce point. Il était maintenant temps de regarder les soutiens finaux de leur crumble d'empire. J'ai levé la pile des expositions dans ma main, la contrainte qui tenait l'affidavit, les journaux de courrier électronique, les analyses médico-légales et les ai posés doucement sur le bureau du juge. Avec chaque bruit sourd d'un liant frappant du bois, j'ai senti le poids de leur puissance s'éloigner. Votre honneur, commençai-je, la voix calme, mais résolue. Vous avez déjà été témoin de la preuve de leur tromperie financière et de leur contrefaçon. Ce qui reste, c'est le démasquage de la forteresse juridique qu'ils ont construite pour s'assurer de la responsabilité. J'ai avancé la diapositive sur le projecteur de la salle d'audience pour révéler un calendrier de dépôt, de requêtes, de contre-combinaisons, de continus, chacun estampillé de signatures et de sceaux de cour. Remarquez comment immédiatement après la soumission de ces documents frauduleux, la défense a demandé des audiences accélérées et des ordonnances de bâillon de limiter l'introduction de preuves supplémentaires. Ils ont armé le calendrier du tribunal contre moi, espérant précipiter une décision avant que la vérité ne puisse faire surface. J'ai exploité une entrée spécifique, une motion d'urgence déposée à minuit un vendredi, puis je suis passé à la diapositive suivante montrant les factures notarisées de la société de camionnage de Miles qui ont été soumises comme preuve de mon non-paiement de pension alimentaire pour enfants. Ces factures, ai-je dit l'affûtage de voix, n'étaient rien d'autre que des reçus frauduleux créés par Jérémy Delroy, en arrière pour coïncider avec les jours où je câblais activement les fonds au bureau du greffier du comté. J'ai regardé les yeux du juge se rétrécir pendant que je décrivais comment Miles avait témoigné sous serment qu'il pensait que je n'avais pas payé son soutien, même si ses propres déclarations bancaires, scellées dans cette salle d'audience, montraient clairement des dépôts correspondant à mes paiements. Le juge a traversé les dossiers bancaires que j'avais fournis, ses doigts s'arrêtant sur chaque page comme s'il était étonné par l'audace de leur tromperie.
Le visage de Miles s'est pâle et j'ai vu sa bravade s'effondrer alors que le regard du juge passait des dossiers à son témoin. Les lèvres de Kendra se séparèrent comme si elle pouvait parler, mais le juge leva une main et la réduit au silence avant qu'un mot ne s'échappe. J'ai insisté, présentant un lot de courriels de cabinet d'avocats internes que j'avais obtenu par le biais d'une assignation signifiée à l'avocat de Kendra. Chaque fil de mail a révélé des discussions sur l'enterrement des preuves à déception, le conseiller de collègues de garder la fenêtre de règlement étroite et de stratégie sur la meilleure façon de me décrire comme incapable de maintenir la stabilité de base. J'ai mis en évidence un message en particulier daté de 2 jours avant l'audience de garde initiale. Confirmer l'adresse de Briggs est inconnue. S'il se présente, nous retardons tout. L'avocat de Kendra avait répondu avec l'adresse bloquée. Le greffier du tribunal a alerté. Aucun signe de lui ne s'attendait. À ce moment, j'ai ressenti une victoire creuse, non pas en humiliant mes adversaires, mais en sachant jusqu'où ils avaient été disposés à corrompre la justice pour me garder hors de la vie de ma fille. La salle d'audience est restée silencieuse alors que je remettais au juge des copies imprimées de ses emails ainsi que des lettres d'authentification du service informatique du cabinet d'avocats. J'ai parlé doucement, délibérément. Votre honneur, ce n'est pas simplement un différend amer entre les anciens conjoints. Il s'agit d'un effort coordonné délibéré de plusieurs parties pour manipuler le processus juridique à des fins personnelles. Ils ont cherché à me faire taire, à effacer mes droits en tant que père et à profiter du produit de la tromperie. La gravité de la déclaration pesait sur chaque âme présente. Les journalistes sur les bancs de la galerie ont échangé des looks stupéfaits. Les greffiers ont fait une pause dans leurs notes. Même les beffs se tenaient immobiles comme s'ils se préparaient pour les retombées. Je pouvais voir les fissures s'élargir dans la façade de Kendra. Son plaquage poli, autrefois si inébranlable, s'était divisé en éclats de culpabilité et de peur. Le sang-froid constant de Gloria avait fondu en un tremblement qu'elle ne pouvait pas déguiser. Miles, qui s'était tenu en toute confiance à ses côtés, semblait qu'il pourrait à tout moment, sa loyauté secouée par la révélation qu'il avait été un complice involontaire dans une entreprise criminelle. Je ne ressentais aucun triomphe dans leur désespoir, seulement un respect solennel pour le pouvoir de la vérité à défaire l'injustice. Votre honneur, j'ai conclu, ceux qu'ils ont essayé de s'appuyer sur des mensonges doivent maintenant être démolis. Je demande que chaque ordre, chaque affirmation, chaque mouvement ancré dans sa tromperie soit annulé. Laissez le tribunal restaurer l'intégrité de ses procédures et affirme que personne, surtout pas un vétéran sans abri ou un père aimant, ne peut être réduit au silence par la corruption. Ma voix résonnait dans le silence qui a suivi. Un dernier défi dans le silence. Le juge a fermé les yeux brièvement, puis les a ouverts pour regarder directement la table de défense. Il a parlé avec l'autorité mesurée que j'avais obtenu le respect. Le tribunal conclut que Madame Briggs, Madame Delroy, Monsieur Delroy et Monsieur Hay se sont engagés dans un complot concerté pour entraver la justice et frauder Monsieur Briggs et cette cour. En vigueur immédiatement, toutes les ordonnances émises en fonction de leurs fausses preuves sont renvoyées par la présente. En outre, le tribunal renvoie ses actions à l'État et aux autorités fédérales appropriées pour enquête et à éventuelle poursuite. La grève de Gave a réverbéré comme le péage d'une cloche, marquant la fin d'une lutte et le début d'un autre. L'un a combattu non pas pour la garde, mais pour la responsabilité. Alors que les portes de la salle d'audience s'ouvraient, la presse a bondi en avant, des voix réclamant pour capturer ma réaction. Je m'éloignai du podium, sentant la solidité du chêne sous mes doigts, et je me suis dirigé vers Zoé et Talia. J'ai vu les yeux larges de ma fille se remplir de curiosité et de soulagement, et Talia offre un sourire rassurant. Je me suis agenouillé et j'ai ouvert mes bras, et Zoé m'a rencontré, son rire brisant la forte tension comme le soleil à travers des nuages de tempête. Dans cette étreinte, j'ai réalisé que bien que mes adversaires aient construit leur empire sur des mensonges, ils ne pouvaient jamais écraser le lien entre le père et la fille. Leur empire avait craqué et, dans ses éclats, reposaient les bases de notre nouveau départ. La salle d'audience retenait son souffle tandis que le juge se levait, le bois de son banc grisant sous le poids de son verdict. Ses yeux, sévères mais compatissants, ont balayé les parties assemblées avant d'atterrir enfin sur moi. Ce tribunal conclut que M. Ronan Briggs a été retiré à tort et intentionnellement de la vie de sa fille par la fraude, la contrefaçon et l'obstruction de la justice, a-t-il déclaré, la voix résonnante dans le silence. Il a tapé une fois son gave, le coup tranchant résonnant comme un pistolet de départ. La garde complète de Zoé Briggs est restée par la présente à son père, a-t-il poursuivi. Tous les actifs financiers sont détournés, les actes de propriété, les paiements de pensions alimentaires pour enfants, les comptes d'entreprise doivent être retournés immédiatement.
Madame Brigg, Madame Delroy, Monsieur Delroy et Monsieur Hay sont chacune condamnés à comparaître devant cette cour la semaine prochaine pour lutter contre les accusations pénales potentielles liées à ces actions. Alors que le gave tombait à nouveau, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Les journalistes ont bondi, les caméras cliquant sur des caméras, mais je les ai à peine enregistrées. Mon monde s'est rétréci en un seul faisceau de lumière. Zoé démissionne de l'aller vers moi. Des larmes ont jailli dans ses yeux alors qu'elle enroula ses armes légères autour de ma taille. À cet instant, son rythme cardiaque doux contre ma poitrine. Elle chuchota, « Papa, tu m'as manqué. » Chaque bataille que j'avais combattue, chaque nuit dans mon camion, chaque bouchée de preuves rassemblées, s'est cristallisée dans ce moment de triomphe et de retrouvailles. Quelques semaines après la décision, je me suis retrouvé debout devant une salle pleine d'anciens combattants au centre de soutien local. Les lumières fluorescentes fredonnant au-dessus de la tête en racontant mon histoire, non pas comme une vantardise, mais comme la preuve que personne n'est au-delà de la rédemption ou du sauvetage. J'ai regardé des visages bordés de fatigue et de doute. Des anciens combattants qui avaient perdu plus que des maisons. Certains avaient perdu des familles, des carrières, même de l'espoir. Je leur ai expliqué comment je ne me suis pas retrouvé avec rien à mon retour à la maison. Du fel sac jeté, un camion vide, un cœur fracturé. J'ai décrit les innombrables nuits que j'ai passées à me coucher sur un tableau de bord fissuré, reconstruisant ma vie un fichier crypté à la fois, en combattant dans les salles d'audience en utilisant la même ténacité qui a sauvé une fois sur des champs de bataille éloignés. J'ai parlé du moment où j'ai entendu la voix de Zoé sur ce vieux téléphone à feuille flip. Sa question simple traverse mon désespoir et déclenchant un feu que je ne savais pas encore brûler en moi. J'ai dispensé les mensonges qu'ils ont dits, les documents qu'ils ont forgés, la fortune qu'ils ont volée et comment chaque morceau de tromperie avait été démantelé par la vérité implacable. Quand j'ai fini, le silence était dense, une reconnaissance partagée que si un vétéran pouvait se reculer, peut-être aussi. Un sergent à la retraite s'est approché par la suite, les yeux brillants. « Merci de m'avoir montré que je suis toujours là », a-t-il dit. Je pensais que j'étais effacé. J'ai alors réalisé que nos batailles se terminent rarement lorsque l'uniforme se détache. Nous continuons à lutter contre la bureaucratie, contre la trahison, contre l'érosion de notre propre autoflèche. Mais nous ne restons pas effacés. Nous portons nos blessures en tant que badge de survie, et nos victoires en tant que premier paiement de la possibilité de mener une maison. La porte, son rire remplissant le couloir comme la lumière du soleil.